Bonjour, je suis Margot, sage-femme à la cire et en salle de naissance à l'hôpital Mutua Terrassa. Étant dans l'impossibilité de réaliser la conférence sur le jour de la naissance, nous avons décidé de publier cette présentation afin de clarifier vos doutes. Nous tenons également à vous rappeler qu'il existe un blog de gynécologie obstétrique de la Mutua Terrassa où vous trouverez les modules pour préparer l'accouchement et le postpartum, ainsi qu'une vidéo d'aide à l'allaitement. Le processus de naissance ou le travail ne survient pas de la même manière pour toutes les femmes. Si vous avez pu suivre des cours de préparation à l'accouchement ou avez discuté de l'accouchement lors des consultations obstétricales, vous saurez alors que les signes du début de travail peuvent varier. Habituellement, des contractions régulières pendant 1 à 2 heures qui deviennent de plus en plus intenses et ou douloureuses, malgré le repos ou un bain chaud, indiqueraient que la première phase du travail a commencé. La sensation d'avoir rompu la poche des os est un autre signe que le processus commence. Dans ce cas, la sensation d'être mouillé peut s'accompagner ou non de contractions. Tant que le liquide amniotique est clair comme de l'eau, vous sentez les mouvements du bébé et que vous n'avez pas de contraction et qu'il n'y a pas non plus de facteur de risque associé, vous pouvez attendre quelques heures à la maison en notant l'heure de la rupture. Si le liquide est teinté ou sale, il est nécessaire d'aller à l'hôpital pour évaluer le bien-être de votre bébé. Dans la situation actuelle de la pandémie à Covid-19, nous conseillons de rester à la maison aussi longtemps que possible et de ne vous rendre à l'hôpital que lorsque vous êtes certaine des signes du début de travail. Dans tous les cas, si vous perdez du sang rouge vaginal comme des règles, il faut consulter en urgence, que vous ayez ou non des contractions. Pour réaliser l'entrée administrative aux urgences de la Mutua Terrassa, vous aurez besoin de votre carte sanitaire du CAT Salut. Le circuit habituel est d'entrer par les urgences générales situées au -1 pour enregistrer l'admission administrative, puis de se rendre au 2e étage de l'édifice Torre où se trouve la salle de naissance et les urgences gynéco-obstétricales. Dans la situation actuelle de pandémie par Covid-19, le circuit a été modifié. Durant la journée, vous pouvez directement monter au 2e étage, à la salle d'accouchement. Pendant la nuit, l'entrée principale sera fermée et donc vous devrez rentrer par les urgences générales. Lorsque vous arrivez à l'accueil de la salle de naissance, si l'administratif est présent, c'est lui qui vous recevra. Si la réception est vide, vous devrez sonner et attendre qu'un professionnel du service vienne à votre rencontre. La sonnette se trouve à côté de la porte d'entrée. Que faut-il amener en salle de naissance? Pensez que le séjour sera bref et que vous n'aurez qu'à apporter vos vêtements et celui du bébé nécessaires au postpartum immédiat. Pour le bébé, nous aurons besoin d'un bonnet en coton, d'une couche et d'une grande serviette ou lange pour l'envelopper. Pour la maman, il faut des culottes et des pantoufles de taille appropriée. Les documents dont vous devez vous munir le jour de la naissance sont une pièce d'identité ou titre de séjour ou passeport, ou nier, le projet de naissance, el plan de parto, et tout document du suivi de la grossesse
avec le carnet de grossesse, les analyses de sang et les échographies qui ont été effectuées. Dans la situation actuelle et selon les dernières recommandations, la femme en travail ou parturiente peut être accompagnée à tout moment par la personne de son choix. La personne choisie pour l'accompagner sera avec elle durant tout le processus. Il ne pourra y avoir d'échange avec d'autres personnes. Le processus de dilatation, l'accouchement et le postpartum immédiat s'effectuent dans le même espace physique. Toutes les salles d'accouchement sont individuelles et possèdent des toilettes. Nous disposons d'une structure multitrack avec différents éléments pour favoriser les changements de position de la parturiente. C'est une plateforme à roulettes avec un siège intégré pour l'accompagnant. Nous avons aussi un tabouret d'accouchement pour les accouchements naturels. De plus, il est possible d'utiliser dans toutes les salles d'accouchement des ballons pour la dilatation, des bouillottes sèches à appliquer sur la région lombaire et un miroir pour visualiser la naissance. La lumière dans les salles de naissance est réglable en intensité et nous avons des enceintes pour brancher de la musique. Si le couple le souhaite, il peut apporter son propre matériel, musique, bouillotte sèche ou tout autre élément qui puisse favoriser son confort. L'équipe obstétricale se compose d'une ou un gynécologue senior, d'une ou un interne en gynécologie, de 3 sages-femmes, d'une ou un étudiant sage-femme, d'une ou un infirmier et d'une ou un aide-soignant. À ce groupe s'ajoutent un ou une anesthésiste et une ou un pédiatre néonatologiste pour couvrir les besoins d'analgésie obstétricale et évaluer le nouveau-né. Tout notre personnel est sensibilisé à la prise en charge physiologique de l'accouchement normal. Le suivi du travail sera toujours réalisé par la ou le même sage-femme et si le travail se prolonge, une ou un sage-femme du tour suivant prendra le relais. Quel que soit le moment du travail, si survient une complication, là où le sage-femme et là où le gynécologue obstétricien peuvent appliquer le traitement nécessaire, toujours après information et consentement de la parturiente. Si vous vous rendez en salle de naissance pour confirmer le début du travail, nous vérifions d'une part le bien-être fœtal avec une surveillance cardiotocographique électronique et d'autre part les signes vitaux maternels, tension artérielle, fréquence cardiaque et température. Si vous avez des contractions régulières, un toucher vaginal vous sera proposé pour évaluer les conditions du col de l'utérus et la présentation fœtale. Selon les dernières recommandations de notre hôpital en matière de contrôle des infections, nous réalisons à toutes les gestantes hospitalisées un test pour voir si elles présentent ou non le virus du Covid-19. Ce test a un résultat rapide et nous permet d'agir de manière appropriée. Que la femme soit positive ou non, elle peut être accompagnée de la personne de son choix. Tout au long du processus d'accouchement, l'auscultation fœtale se fera de façon continue ou intermittente en fonction de l'évolution du travail. Dans certains cas, il peut être nécessaire de réaliser des tests supplémentaires pour évaluer le bien-être fœtal.
Tout au long de la période de dilatation, nous maintenons une observation discrète mais continue du travail et offrons le soutien psycho-émotionnel nécessaire à la future mère. De plus, nous guidons la parturiente dans l'emploi de techniques pour soulager la douleur, telles que la déambulation, des bains ou douches chaudes, des massages et des techniques de respiration. En raison de la situation sanitaire actuelle, la déambulation est limitée à la pièce qu'elle occupe. Là où le sage-femme révisera avec vous les points importants du projet de naissance, el plan de parto, que vous aurez apporté. Le projet de naissance est conçu pour que les futurs parents puissent décider au maximum des divers aspects liés à la naissance de leur bébé. Sont pris en compte les besoins, les souhaits et les attentes du couple concernant l'accouchement, le postpartum ainsi que les soins pendant le séjour à la maternité. Ce document comprend des recommandations basées sur les preuves scientifiques disponibles à l'heure actuelle. C'est un document dynamique et peut donc être modifié à n'importe quelle étape du travail et du postpartum. Si vous n'avez pas pu réfléchir au projet de naissance avant le jour J, l'entrée en salle d'accouchement peut être un bon moment pour le faire. L'objectif est de pouvoir prendre des décisions éclairées sur vos options à chaque moment du processus de naissance de votre enfant. Dans le projet de naissance, la gestante peut inscrire qui elle choisit pour l'accompagner tout au long du processus d'accouchement. Dans la situation actuelle, elle ne peut être accompagnée que d'une seule personne. Les visites de la famille et des amis sont limitées jusqu'à la fin de l'état d'alerte sanitaire. Durant tout le travail, la parturiente sera accompagnée par une ou un sage-femme. Ce sera le professionnel de référence qui fera le lien avec tout le reste de l'équipe de garde pour veiller au bien-être de la mère et du nouveau-né. Le couple a le droit de recevoir des informations sur l'évolution du travail, la conduite à suivre pendant la dilatation et son pronostic, ainsi que le bien-être du bébé. Nous informons des différentes possibilités d'analgésie et des types d'accouchements instrumentaux, forceps, ventouse ou césarienne dans les cas où il serait indiqué. Concernant l'analgésie obstétricale, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l'utilisation des aérosols n'est pas recommandée. Dans le cas où le travail se termine par une césarienne, le pot à pot peut s'effectuer dans le bloc opératoire. Dans le but d'améliorer la qualité des soins durant l'accouchement naturel et d'offrir un suivi plus personnalisé, le service de gynéco-obstétrique a élaboré cette présentation pour les gestantes diagnostiquées à bas risque ou à risque intermédiaire et avec un bon suivi de grossesse. Dans le cas des femmes enceintes à haut risque, le suivi est déjà individualisé et à évoquer avec le gynécologue durant la consultation. Un accouchement est toujours un processus physiologique. De ce fait, nous respectons au maximum les demandes du couple, ce qui signifie que nous fournissons au couple toutes les informations nécessaires sur chaque action entreprise et en maintenant toujours leur intimité. Nous évitons de faire des interventions inutiles. Nous ne faisons pas d'épisiotomie de routine car nous priorisons la préservation de l'anatomie du périnée. Notre taux d'épisiotomie est inférieur à 15%. Au cours de l'accouchement naturel, c'est la parturiente qui indique quand elle a besoin de pousser. La parturiente peut choisir la position dans laquelle elle se sent le plus à l'aise. Nous pouvons appliquer des substances lubrifiantes sur le périnée pour favoriser la sortie de la tête du bébé. Nous promouvons de faire le pot à pot et nous le conseillons pendant 2 heures ou plus si la mère le désire.
La mère et l'enfant ne sont pas séparés, sauf si une raison médicale le justifie. Selon le choix du couple, nous réalisons un clampage tardif du cordon, c'est-à-dire nous attendons de ne plus sentir la pulsation dans le cordon avant de le couper. L'accompagnant peut même couper le cordon. Dans le projet de naissance, le don de sang de cordon est évoqué. Pour ce faire, nous devons effectuer un clampage précoce du cordon ombilical. En raison de la pandémie actuelle due à Covid-19, cette pratique ne peut être réalisée. La délivrance du placenta peut se faire spontanément ou être dirigée par l'administration d'ocytocine au moment de la naissance. Cette pratique réduit le risque d'hémorragie du postpartum. Nous encourageons la mère à mettre le nouveau-né au sein le plus tôt possible pour stimuler la production d'ocytocine et favoriser le lien mère-enfant. Comment commencent les contractions? Pendant le travail, le corps sécrète une hormone appelée ocytocine. Elle est responsable des contractions. L'ocytocine est produite dans une glande du cerveau. Elle passe ensuite dans la circulation sanguine et atteint l'utérus. Afin de se préparer à l'accouchement, le col de l'utérus se ramollit et se raccourcit. La première étape du travail est appelée la phase active du travail ou la dilatation. Elle commence quand le col de l'utérus est parvenu, grâce aux contractions, à atteindre une dilatation de 4 cm. L'augmentation du rythme et de l'intensité des contractions permet au col de se dilater jusqu'à 10 cm, ce qui est la dilatation complète. La durée de cette phase n'est pas nécessairement linéaire. Elle peut dépendre également du fait qu'il s'agisse d'un premier accouchement ou non. Arrivé à dilatation complète, la deuxième étape du travail commence. C'est la phase d'expulsion. Elle permet au fœtus de s'engager dans le bassin maternel et de descendre au travers jusqu'à atteindre l'extérieur. Il y a une phase passive dans laquelle le fœtus, grâce à une série de rotations et de mouvements, descend dans le bassin, et il n'y a pas de poussée. Tout se fait grâce à la force des contractions et au positionnement de la parturiente. Dans la phase active et la dernière étape de l'expulsion, la tête du fœtus est très proche de la vulve, ce qui provoque le besoin de pousser. C'est à ce moment que la parturiente pousse de manière spontanée ou dirigée par l'aide de la ou le sage-femme. Une fois le bébé né, reste la troisième étape du travail, la délivrance du placenta. Avec le nouveau protocole de soins, il est possible de remettre au couple, s'il le souhaite, un morceau de placenta afin qu'il puisse l'emporter à la maison. Actuellement, en raison de la pandémie par le Covid-19, cette option ne peut pas être proposée. Pendant la grossesse, le bébé est enveloppé de liquide amniotique contenu par les membranes amniotiques. Le liquide amniotique protège le fœtus durant son développement. Avant ou pendant le travail, les membranes peuvent se rompre et du liquide amniotique peut sortir par le vagin. Un liquide clair et transparent comme de l'eau est un signe de bien-être fœtal. Dans la majorité des grossesses, le travail commence naturellement entre les semaines 37 et 42. Le déclenchement du travail ou induction est une méthode artificielle pour démarrer le processus de travail. Quand l'induction du travail est-elle recommandée? Quand la grossesse dépasse la semaine 40. Quand le travail ne démarre pas après avoir attendu un délai raisonnable depuis la rupture de la poche des os. Lorsque le médecin juge approprié de mettre fin à la grossesse si une pathologie maternelle ou fœtale apparaît. Le déclenchement du travail peut être très long et durer plusieurs jours. Le mieux est donc de se munir de beaucoup de patience.
Le sang du cordon ombilical peut sauver des vies et contribuer à la guérison de maladies telles que la leucémie. Lorsqu'on réalise une donation de sang de cordon, on clampe et coupe le cordon rapidement après la naissance du bébé, pour obtenir la quantité maximale de sang à donner. Les dernières recommandations sur le clampage optimal et le don de sang de cordon conseillent d'attendre que la première minute de vie soit passée avant de clamper. En raison de la situation actuelle de pandémie par Covid-19, ces donations ne sont pas réalisées. En quoi consiste le clampage tardif du cordon ombilical? Une fois le bébé né, il commence à respirer avec ses poumons, tandis que l'apport d'oxygène et de nutriments continue de se produire à travers du placenta et du cordon ombilical. Le cordon ombilical bat jusqu'à se collapser et devenir blanc. C'est le moment optimal pour le couper. Quels bébés peuvent bénéficier du clampage tardif du cordon? Tous les bébés, en particulier les nouveau-nés prématurés. Quels sont les avantages du clampage tardif du cordon ombilical? Les avantages sont une meilleure adaptation à la respiration pulmonaire, un maintien optimal des niveaux d'oxygène et de glucose durant l'adaptation à la vie extra-utérine. Cela augmente aussi les valeurs d'hémoglobine et de ferritine chez le nouveau-né, assurant une réserve en fer optimale au cours de la première année de vie. Existe-t-il un risque lié au clampage tardif? Non. Le clampage tardif est associé à de meilleurs niveaux de bilirubine dans le sang et à un plus grand nombre de globules rouges et d'hyperviscosité. Nous savons aujourd'hui que ces caractéristiques sont propres à la physiologie du nouveau-né durant la transition à la vie extra-utérine et que ce sont des mécanismes protecteurs et d'adaptation. Le clampage tardif est-il compatible avec la prise en charge active de la délivrance du placenta? Oui, l'administration d'ocytocine est compatible avec le clampage tardif. La mesure du pH sanguin du cordon fait à la naissance est-elle compatible avec le clampage tardif? Oui, le sang peut facilement être prélevé au cordon. Pour éviter des résultats peu fiables, l'échantillonnage doit être effectué dans les 30 premières secondes après la naissance. Peut-on faire un clampage tardif au cours d'une césarienne? Oui. Dans tous les cas, nous attendons la première minute de vie pour clamper le cordon. Vous trouverez plus d'informations sur le clampage du cordon sur la plateforme http://pinzamientooptimo.org/. Le pot à pot consiste à mettre bébé nu en position ventrale sur sa mère dès sa naissance. Il est ainsi maintenu au chaud par sa mère, bien couvert sous un lange avec sa couche et son bonnet. Il peut ainsi vivre en douceur la transition vers la vie extra-utérine. Ces premières minutes de vie sont très importantes pour établir la relation mère-enfant et pour minimiser le stress de l'accouchement, de la mère et du bébé. La chaleur de sa mère, son odeur, les battements de son cœur et les premières paroles de ses parents offrent au bébé un sentiment de protection très important pour s'adapter à sa nouvelle vie. Dans la mesure du possible, il est recommandé d'avoir le bébé en peau à peau et bien couvert pendant les premières heures de vie. De nombreuses études montrent que de cette façon, il reste plus chaud, plus calme et avec un meilleur taux de sucre. De plus, il facilite un bon début d'allaitement, très important pour la réussite de ce dernier. Petit à petit, sans séparer le bébé de la chaleur de sa mère, nous réalisons les premiers soins. Identification du bébé, administration de la vitamine K et aidons à la mise au sein lorsque le nouveau-né montre les premiers signes de tétée. Que faut-il apporter pour le bébé en salle de naissance? Il est important d'avoir à portée de main une couche, un bonnet et un linge chaud
pour les premières heures de vie de bébé, et ce, que l'on soit en hiver ou en été. Dans la situation sanitaire actuelle de pandémie par Covid-19 et selon les évidences scientifiques actuelles, nous continuons de promouvoir les bienfaits du pot à pot. Dans le cas des mères et des pères avec une infection probable ou confirmée par Covid-19, il est conseillé de prendre certaines mesures d'hygiène et d'isolement. Un lavage des mains fréquent et toujours avant de toucher le bébé, avec de l'eau et du savon pendant 60 secondes. L'utilisation d'un masque chirurgical pour couvrir la bouche et le nez au moment du pot à pot ou lorsque le parent est à moins de 2 mètres de l'enfant. En salle de naissance, nous offrons un lavage soigneux de la poitrine de la maman à l'eau et au savon et l'usage d'un lange stérile pour réaliser le pot à pot. Si la femme présente peu de symptômes et peut prendre soin du bébé, mère et enfant peuvent être alors ensemble pendant leur séjour en maternité. Lorsque l'accouchement œtocique ou vaginal n'est pas possible ou est contre-indiqué, nous avons recours à la césarienne. Il s'agit d'une intervention chirurgicale dont le but est d'extraire le bébé en pratiquant une incision dans la paroi abdominale et sur l'utérus de la mère. En salle de naissance, nous disposons d'un bloc opératoire pour effectuer cette intervention dans les délais nécessaires. La femme qui va avoir une césarienne a le droit d'être accompagnée tout au long du processus. Elle peut effectuer le pot à pot au sein même de la salle d'opération. Après la césarienne, elle reste entre 1 et 2 heures dans une pièce adjacente à la salle d'opération, le temps de la surveillance post-chirurgicale. Elle aura son bébé en pot à pot et pourra initier l'allaitement. Dans le cas où le travail se termine avec une césarienne, la gestante peut être accompagnée à tout moment. Si elle ne peut pas faire le pot à pot, ce sera alors son accompagnant qui le fera. La situation actuelle de pandémie par Covid-19 ne modifie pas ce protocole. La naissance est le moment où le bébé passe de fœtus à nouveau-né. À ce stade, son organisme subit de nombreux changements physiologiques vitaux pour s'adapter à la vie extra-utérine. Dans un environnement favorable, le nouveau-né normal s'adapte généralement sans difficulté. L'objectif de base à la naissance est d'assurer l'adaptation cardio-respiratoire du bébé. Dès sa naissance, le nouveau-né doit s'adapter à l'environnement humain et physique dont il est dépendant. Le premier contact mère-bébé marque le passage d'un milieu humide avec une température stable à un environnement sec à température variable. Il passe aussi d'un état protégé par les défenses maternelles à un état exposé à son environnement. L'observation et l'évaluation du nouveau-né pendant les premières heures de vie sont très importantes pour assurer une adaptation correcte et sans problème. Le test d'Apgar, à 1, 5 et 10 minutes de vie après la naissance, nous permet de faire un bilan général du bébé. Dans des conditions normales, ce test est réalisé avec l'enfant sur la mère et nous évaluons le rythme cardiaque, la respiration, le tonus musculaire, la coloration et la réponse aux stimuli. Les seuls gestes habituels que nous pratiquons pour aider bébé dans son adaptation sont le séchage et la stimulation. En salle de naissance, nous avons un espace spécifique pour prendre soin des bébés qui ont besoin de gestes plus poussés en réanimation. Nous avons également une couveuse avec monitorisation de la saturation en oxygène du nouveau-né et support en oxygène si nécessaire. L'hôpital universitaire Mutua Terrassa dispose d'une unité de soins intensifs pour les nouveau-nés.
Elle est située au premier étage du bâtiment historique. Nous avons 10 incubateurs équipés pour surveiller si nécessaire les bébés. Les enfants sont pris en charge par une équipe spécialisée en néonatologie 24 heures sur 24. Pour les parents, les visites sont illimitées et peuvent se faire suivant la technique du kangourou. Les suites de couches. Le séjour habituel en maternité est de 2 jours pour un accouchement eutocique sans complications et de 3 jours pour une césarienne. Durant les suites de couches, nous réalisons les soins du postpartum précoce et évaluons la hauteur de l'utérus, les pertes sanguines, le périnée, la miction, la mobilisation des membres inférieurs, l'état de la plaie chirurgicale si l'accouchement s'est fait par césarienne, mais aussi l'hygiène et l'état psycho-émotionnel de la maman. Pour vos premiers pas dans la parentalité, nous vous offrons un soutien à l'allaitement maternel, à l'apprentissage des soins du bébé et vous aidons à résoudre vos doutes. Côté bébé, la surveillance clinique comprend un contrôle quotidien du poids, de l'apparence générale du bébé, de ses signes vitaux, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, température, de son cordon ombilical et des premières mictions et émissions de méconium, les premières selles. Nous formons les parents à la préparation et à l'administration des biberons en cas d'allaitement artificiel. Nous réalisons le dépistage précoce des maladies métaboliques congénitales avec le test sanguin du talon, mais également le dépistage des malformations cardiaques congénitales et le dépistage des pertes auditives congénitales. La situation actuelle de crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 recommande de réduire le séjour à l'hôpital autant que possible. Nous proposons une sortie précoce à 24 heures pour les accouchements eutociques sans complications et à 48 heures pour les césariennes. Là où le sage-femme des suites de couches fixera une visite à domicile par là où le sage-femme de votre CAP de référence, ainsi qu'un suivi téléphonique, et programmera également pour votre enfant une visite avec l'équipe pédiatrique. L'équipe qui s'occupe des parents et des bébés comprend des sages-femmes, infirmiers, aides-soignants et pédiatres. Quelle est la prise en charge d'un accouchement pour une femme ayant des symptômes respiratoires d'infection à Covid-19 ? Si la parturiente ne nécessite pas de soins spécialisés pour l'affection respiratoire, les différentes associations scientifiques recommandent de ne pas modifier la procédure d'accouchement et les soins en postpartum. Toutefois, la parturiente et son accompagnant devront porter un masque chirurgical durant tout le travail. Si un isolement adéquat entre la mère et le bébé peut être garanti, le clampage tardif du cordon ombilical ainsi que le pot à pot peuvent être réalisés. À l'heure actuelle, étant donné l'absence de preuves de transmission verticale, il est toujours recommandé d'évaluer au cas par cas les avantages et les inconvénients de cette mesure. La décision finale doit être convenue avec la mère après information de l'équipe soignante. L'OMS recommande de maintenir l'allaitement maternel pour les mères avec Covid-19 probable ou confirmé, à condition que des mesures soient maintenues pour prévenir une transmission par gouttelette ou par contact. Dans le cas d'atteinte grave de la maladie, l'extraction du lait peut être utilisée. Pour les mères qui allaitent en dehors de la période postnatale immédiate et qui contractent ce virus, il est recommandé d'utiliser des mesures d'isolement extrêmes, hygiène des mains et masque facial, et de continuer à l'allaitement. Pour celles ayant des signes sévères de la maladie, elles peuvent utiliser un tire-lait en prenant les précautions maximales d'isolement. Le lait est alors administré au bébé par un soignant en bonne santé. Chez les mères présentant peu de symptômes ou asymptomatiques, avec une infection confirmée ou probable et un bébé sans symptômes,
est évaluer la possibilité de vivre ensemble et réaliser un isolement contact et gouttelette entre mère et bébé. Ces bébés feront l'objet d'un suivi clinique et d'une surveillance de base. Nous serons à vos côtés à tout moment pour de bonnes informations et conseils. Les avantages de l'allaitement maternel sont nombreux, tant pour la mère que pour le bébé, et ceci sur des plans physiques, psychologiques et émotionnels. Le lait maternel contient tous les éléments nécessaires au bon développement du nouveau-né. De par sa composition, il est mieux digéré que le lait artificiel. Il constitue un facteur préventif pour différentes pathologies telles que l'obésité. Le lait maternel contient des anticorps qui protègent le bébé contre les infections respiratoires, digestives et augmente sa réponse immunitaire aux vaccins. C'est un élément préventif vis-à-vis du diabète et réduit le risque d'allergie, peau atopique, asthme, etc. Pour la mère, l'allaitement réduit le risque d'hémorragie du postpartum et favorise l'involution utérine. Il protège de certaines pathologies. Il réduit par exemple le risque de cancer du sein et de l'ovaire. Il facilite la dissolution des graisses accumulées pendant la grossesse dans l'abdomen et les hanches et contribue ainsi à la récupération de la silhouette habituelle. Au cours du séjour en maternité, une sage-femme experte en lactation, IBCLC, propose un accompagnement spécifique dans la mise en place de l'allaitement. Les sages-femmes des centres primaires, les CAPS, de la Mutua Terrassa, organisent des groupes de soutien à l'allaitement. De plus, nous avons une consultation pour les allaitements difficiles, gérée par une équipe pluridisciplinaire située en consultation externe de la Mutua Terrassa. En raison de la situation de crise sanitaire par Covid-19, ces réunions ne peuvent pas être menées. Si, au cours du suivi téléphonique, les sages-femmes détectent un problème d'allaitement, des visites à domicile seront proposées afin d'apporter un soutien individualisé. La visite à domicile par les sages-femmes. Le postpartum précoce comprend les 6 semaines suivant l'accouchement. L'objectif au cours de cette période est d'atteindre un bien-être physique, psychologique, émotionnel et social pour la femme, le bébé et le couple. C'est aussi pendant cette période que l'allaitement se met en place. Dans le but de faire face au Covid-19, nous proposons des sorties précoces à 24 heures de l'accouchement ou très précoces à 8 et 12 heures de l'accouchement. Les modalités de la sortie peuvent varier en raison des mesures établies pour la pandémie. Le suivi à domicile du postpartum fait partie des missions du service PSAD à CIR du ministère de la Santé et de la Sécurité sociale. La visite à domicile prend en compte l'enregistrement des données du postpartum, l'évaluation du binôme mère-enfant durant les suites de couches en maternité, la surveillance des signes d'alerte, le support de l'entourage, les conditions socio-économiques et l'environnement psychoactif à domicile. Nous observons les modifications habituelles au cours de cette étape pour dépister les situations qui s'écartent de la normale. Les signes d'alerte maternelle sont des lochies ou pertes vaginales malodorantes, des saignements abondants, de la fièvre, une augmentation de la douleur depuis la sortie ou l'apparition d'une nouvelle douleur thoracique, abdominale ou des jambes, une douleur à la miction, une douleur soudaine des seins et l'altération de l'humeur. La visite à domicile pour le bébé comprend un contrôle du poids, le test au talon à 48 heures de vie, une évaluation de son état général et de sa réactivité aux stimulations. Les facteurs de risque à considérer sont la fièvre, des mictions ou selles peu fréquentes, une coloration jaune de la peau,
des régurgitations ou des vomissements excessifs, des pleurs incontrôlables et persistants et une léthargie excessive. Une mise au sein sera évaluée pour corriger d'éventuelles difficultés. L'évaluation de bébé sera consignée dans son carnet de naissance. Du début de la grossesse à la fin du postpartum et de la période néonatale, les soins sont continus. Des professionnels de différentes disciplines interviennent pour offrir la plus grande assistance aux femmes et à leurs familles. Nous sommes conscients que le continuum de soins de santé que nous avons proposé jusqu'à présent a dû être modifié en raison de la pandémie de Covid-19. Actuellement, nous priorisons les consultations par téléphone pour répondre à vos questions et réaliser le suivi de grossesse et du postpartum. Les visites à domicile pour les sorties précoces ont augmenté. Les changements ont également impacté les groupes d'éducation sanitaire. Nous ne pouvons pas faire de réunions de groupe. Pour pallier à ce manque, nous avons réalisé des modules pour la préparation à l'accouchement et au postpartum, ainsi qu'une vidéo d'aide à l'allaitement maternel. Vous les trouverez sur le blog de Obstetricia et Ginecologia de Mutua Terrassa. Le projet de naissance, au plan de parto, est un document dans lequel la femme exprime ses désirs quant à l'accouchement et aux interventions sanitaires qui en découlent. Le projet de naissance est donné à la gestante pendant le suivi de grossesse. Il peut être délivré lors d'une visite en face-à-face obligatoire. Et s'il ne peut pas l'être, vous pouvez aussi le télécharger à partir du blog de Obstetricia Ginecologia de la Mutua Terrassa. Dès que la situation de crise sanitaire s'améliorera et qu'il sera de nouveau possible de tenir des réunions de groupe, nous, professionnels de la santé, serons toujours là dans les ASIR. Dans les espaces de réunion des différentes municipalités, nous proposerons des groupes de soutien à l'allaitement maternel, des groupes d'éducation à l'accouchement et au postpartum, comme nous l'avons toujours fait, avec la volonté de servir la personne, la famille et la communauté. En attendant, nous offrons un soutien téléphonique et à domicile à toutes les gestantes ou mamans qui le nécessitent.
Si vous avez des doutes ou des questions, vous pouvez accéder au blog de la CIR et du service d'obstétrique et gynécologie de la Mutua Terrassa ou nous suivre sur Twitter à @salutdonamt. Nous espérons que cette présentation vous a aidé à répondre à vos questions concernant le jour de l'accouchement et les soins du postpartum. Au nom de toute l'équipe mère-enfant de la Mutua Terrassa, je vous souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape que vous entamez.